Rebonjour les 6e 5 et 6e 6, on se retrouve pour cette deuxième partie du cours sur Rome et la République. Alors on a beaucoup évoqué la question purement sciences politiques dans la précédente vidéo, maintenant on va se pencher sur un deuxième point extrêmement important qui est la question militaire et les conquêtes territoriales de Rome, donc sous la République, car là on va commencer un petit peu à se rapprocher de ce qu'on va beaucoup voir aussi dans la troisième partie du cours, qui est donc Rome et l'Empire proprement dit, sachant que Rome n'a pas attendu d'être appelé Empire avec un grand E pour constituer un empire. Ça, je vais bien prendre le temps de vous l'expliquer, parce que le mot Empire a deux sens, hein. Ça, je le verrai un petit peu plus tard quand on abordera donc la troisième grande partie du cours. Alors, ce qui se passe donc, c'est que Rome, donc, de manière progressive, va considérablement étendre son territoire pour parvenir à la fin, on va dire, du 1er siècle avant Jésus-Christ, à un niveau de développement qui est quand même assez impressionnant, puisque Rome va déjà à cette époque avoir le pied sur 3 continents, hein, une partie de l'Asie, donc l'Asie mineure et le Proche-Orient, une partie de l'Afrique du Nord et aussi l'Europe de l'Ouest. Pour l'époque, c'est quand même déjà assez remarquable, parce que les moyens de transport et de communication sont quand même pas aussi performants qu'aujourd'hui. Et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a une première étape généralement qui consiste à conquérir des territoires, mais conquérir des territoires, ça suffit pas. Parce que si vous n'êtes pas capable de les gérer, si vous n'êtes pas capable de les contrôler, si vous n'êtes pas capable de les administrer, ça présente pas un très grand intérêt. Donc la grande force de Rome qui commence à se mettre en place à cette époque-là, c'est que non seulement Rome a une armée très conquérante et très puissante, donc ça lui permet de gagner des territoires, mais surtout, il y a une organisation, une administration qui est quand même assez impressionnante et même carrément en avance sur son temps, qui va permettre donc à Rome d'intégrer bien ces territoires-là dans son empire. Et on aura l'occasion de voir dans la troisième grande partie du cours qu'il va y avoir d'ailleurs une influence mutuelle entre Rome et les provinces qui vont s'inspirer réciproquement. Bon, j'ai placé dans le cours une carte qui permet un petit peu de faire le point donc sur l'état de développement de cet empire naissant. Donc vous avez pu vous rendre compte que les choses se font par étapes. La première étape, c'est en fait déjà la conquête d'une grande partie de l'Italie, puisque, je le rappelle, ça c'est ce qu'on avait vu dans le cours précédent sur les débuts de Rome. À l'origine, il n'y a qu'une petite partie en fait de l'Italie qui est réellement concernée en fait par l'influence de Rome, mais progressivement donc le contrôle donc va être achevé sur l'essentiel du territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Italie. C'est une première étape. Cette première étape, elle va surtout avoir lieu entre 300 et 264 avant Jésus-Christ, donc à peu près une cinquantaine d'années ont été nécessaires pour terminer de contrôler tout le territoire italien, enfin qu'on appelle aujourd'hui italien. Et ensuite, on peut constater quand même une accélération assez considérable, puisque entre 264 et 60 avant Jésus-Christ, là, il y a vraiment une poussée qui va concerner à peu près l'ensemble du pourtour méditerranéen. Cette poussée donc va se traduire par la conquête de l'Italie du Nord, de l'Espagne, ce qu'on appelle à l'époque la Narbonnaise, donc qui correspond en fait au sud et au sud-est de la Gaule, donc de la France actuelle. On peut y ajouter la Macédoine et la Grèce, ainsi qu'une petite partie, enfin une grosse partie même de l'Asie mineure. Ça correspond aujourd'hui au territoire de la Turquie, et je rappelle que c'est également à cet endroit que se situait la ville de Troie, dont on avait parlé quand on avait travaillé sur la culture athénienne et la culture grecque. Sont également concernés par ces conquêtes la Syrie et l'actuelle Palestine, donc le Proche-Orient. Il faut y ajouter la Cyrénaïque, qui correspond aujourd'hui à la Libye, et Carthage, qui est une puissance sur laquelle je vais m'arrêter un petit instant. Je l'avais déjà évoqué dans le cours précédent. Carthage, c'est le principal concurrent de Rome pour le contrôle de la Méditerranée. À cette époque, il va y avoir plusieurs guerres successives entre les deux puissances, c'est ce qu'on appellera les guerres puniques, et d'ailleurs, même si c'est Rome qui va finir par l'emporter et même carrément détruire Carthage, ça n'a pas été simple pour les Romains. J'ai pas le temps de trop rentrer dans le détail, mais enfin,
On peut notamment retenir qu'à une certaine époque, ce sont carrément les Carthaginois qui ont envahi Rome, hein. Ça a été notamment le cas de l'illustre Hannibal, un très 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 grand chef de guerre carthaginois, qui a notamment marqué les esprits parce que il avait débarqué à Rome avec des éléphants, ce qui n'était pas très courant à l'époque. Les éléphants qui étaient en quelque sorte les blindés de l'époque. Bon, mais à l'arrivée, au final, si on additionne les différentes guerres puniques qui se sont succédées, c'est Rome qui va l'emporter, et qui donc va, par la même occasion, achever de contrôler toute la mer Méditerranée, et notamment des îles comme la Sardaigne, qui, pour sa part, avait, à une certaine époque, été dans la sphère d'influence de Carthage. Donc, déjà, à ce stade-là, on est en présence d'un empire qui est quand même assez imposant. Cet empire va connaître une dernière poussée, enfin, cet empire va, sous la République, hein, va connaître une dernière poussée qu'on peut situer entre 60 et 27 avant Jésus-Christ, et là, ça concerne essentiellement la Gaule. Et là, ça nous intéresse particulièrement parce que la Gaule, ça correspond au territoire de la France actuelle. Alors, il y a un certain nombre de choses que je vais évoquer à ce sujet, et que vous avez peut-être pu un petit peu appréhender en travaillant sur la fiche d'activité consacrée à la guerre des Gaules. Et là, entre en scène donc concrètement un personnage qui par la suite va être appelé Jules César. Sachant que Jules, en fait, c'est le nom de famille de ce personnage. Donc c'est une famille romaine qui appartient à la classe des patriciens, qui déjà à la base donc, a un certain prestige. Jules qui a exercé en tant que consul et qui a des ambitions importantes sur le plan politique, et qui se dit que notamment la conquête de la Gaule, qui est un territoire extrêmement attractif, pourrait lui permettre d'avoir une popularité importante et carrément de prendre tout le pouvoir, ce qui va pas manquer de se produire. Alors la Gaule à l'époque, c'est un territoire qui est pas unifié, c'est pas un État unifié. Ça fait partie d'ailleurs des choses que j'ai posées comme question dans la fiche d'activité, dont le titre d'ailleurs est assez significatif puisque on parle de la guerre des Gaules. Donc si on dit les Gaules, ça veut dire qu'en réalité c'est pas un État unifié. C'est plutôt un ensemble en fait de tribus ou de régions qui sont reliées quand même par une culture commune qui est la culture celtique. Alors la culture celtique, c'est une culture qui est disséminée un petit peu partout en Europe. On la trouve notamment en une petite partie de l'Espagne, l'actuelle Irlande et l'actuelle Angleterre notamment. Et l'Écosse, c'est-à-dire donc une culture, si vous voulez, qui est assez spéciale parce que c'est une culture, la culture celtique, qui était quand même intéressante à pas mal de niveaux, notamment, on sait que les Gaulois, par exemple, étaient de très très bons agriculteurs, ils sont parmi les premiers à avoir inventé ce qu'on appelle la moissonneuse-batteuse, pour citer un exemple. Ce sont également de très très bons artisans, ils savent très bien travailler les métaux, par exemple. Donc les Gaulois sont considérés par les Romains comme des barbares au sens classique du terme, c'est-à-dire que ce sont des populations qui sont étrangères à la culture romaine, mais c'est pas parce qu'on les appelle des barbares que c'est une sous-civilisation. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les Celtes n'ont pas de système d'écriture, seuls les druides possèdent l'accès au savoir absolu, et ce savoir, ils se le transmettent et se l'échangent de manière purement orale, et ils doivent le retenir totalement de tête. Autrement dit, les druides sont des encyclopédies vivantes de l'époque. C'est fait exprès, ça permet, si vous voulez, de garder une certaine hiérarchie sociale, c'est-à-dire que seuls les druides ont réellement le savoir en tête, et donc par conséquent, ça leur donne une supériorité quand même intéressante sur le reste de la population. Mais par contre, il n'y a pas de système d'écriture chez les Celtes, et donc notamment les Gaulois, et ça pose un petit problème aux historiens, parce que à partir du moment où il n'y a pas de traces écrites, c'est difficile d'avoir des informations précises quand même. Et c'est là que Jules César va faire un truc génial, c'est qu'il va écrire un livre qui s'appelle La guerre des Gaules. Parce que Jules César, c'est pas simplement un grand chef politique et un grand chef militaire. Jules César, c'est aussi un grand écrivain, un homme très cultivé, qui a vraiment du talent à ce niveau-là. Et surtout, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de gens qui sont issus de la culture gréco-latine, a pas mal de respect pour l'adversaire. C'est-à-dire que Jules César ne sous-estime pas les Gaulois, et notamment celui qui va devenir leur chef, qui est Vercingétorix, qui lui est issu de la tribu des Arvernes. Vous pouvez voir où c'est localisé sur la carte de la fiche d'activité. Les Arvernes, ça correspond au territoire actuel de l'Auvergne, donc on est en plein dans le centre de la France. Jules César va passer pas mal de temps à observer la Gaule et les Gaulois, et il va en faire une description quand même assez précise dans cet ouvrage donc, qu'on appelle La guerre des Gaules. Donc ça nous donne beaucoup d'informations sur le mode de vie des Gaulois, la manière dont ils se battent,
également sur leurs croyances religieuses, qui sont qu'on appelle des croyances païennes. Euh, donc c'est quand même une mine d'informations non négligeable pour les historiens. Donc de ce point de vue, Jules César a bien fait d'écrire ce livre. Jules César n'est pas le seul à avoir participé à la conquête de la Gaule, mais c'est lui qui va y prendre la part la plus importante. Et cette guerre des Gaules, donc elle va durer près de 7 ans. Et c'est quand même une durée assez longue, compte tenu de la puissance des légions romaines qui sont quand même très bien entraînées, qui sont très bien équipées, qui sont très disciplinées et puis surtout qui sont très nombreuses. Donc on peut se demander comment les Gaulois ont réussi à tenir tête aussi longtemps aux Romains. Alors la stratégie majeure qui a été utilisée par Vercingétorix donc pour contrer l'invasion romaine, en tout cas pour la ralentir, c'est ce qu'on appelle la guérilla. Vercingétorix a compris une chose, c'est que il n'a pas forcément les moyens de constituer une armée qui lui permettrait d'affronter frontalement les légions romaines sur un champ de bataille classique. Il sait que c'est quasiment un suicide. Donc lui, il opte pour une autre stratégie qui est ce qu'on appelle donc la guérilla et aussi ce qu'on appelle la terre brûlée. Alors la guérilla, c'est en fait une stratégie qui consiste à pratiquer beaucoup les embuscades, à harceler l'adversaire, à l'attaquer par petits groupes, où on s'y attend le moins. Ça a un effet de démoralisation des troupes adverses. Et puis surtout, ça permet d'économiser des hommes et des vies. Les Gaulois n'ont d'ailleurs pas hésité à donc pratiquer aussi ce qu'on appelle la terre brûlée, c'est-à-dire que ils ont tout simplement détruit absolument tout ce qui était possiblement utilisable par les troupes romaines, et en particulier la nourriture, parce que le ravitaillement en nourriture ne suivait pas forcément toujours de manière efficace pour les troupes romaines, donc elles étaient obligées quand même de se fournir sur place en fonction de ce qu'elles trouvaient, et Vercingétorix s'est arrangé pour que certaines régions ou certains villages ne laissent strictement rien d'autre que des cendres lorsque les troupes romaines arrivaient sur place. Donc ça a aussi contribué pas mal à ralentir la progression des troupes romaines, mais cette stratégie, donc elle a ses limites, hein, et on va dire qu'à l'usure, sur le long terme, donc c'est les troupes romaines qui vont quand même parvenir à s'imposer, et en particulier donc à l'occasion donc du siège d'Alésia, qui est une bataille certes, mais qui est surtout un siège, c'est-à-dire qu'en fait Vercingétorix et ses hommes se sont retrouvés encerclés et obligés de s'enfermer donc dans une sorte de forteresse, donc qui est la forteresse d'Alésia. Et au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, concrètement, comme ils n'avaient pas la possibilité ni de rentrer ni de sortir et qu'ils étaient encerclés par les troupes romaines, ils ont été obligés de se rendre parce que sinon ils mouraient de faim. Alors ce qu'on peut préciser quand même à ce sujet, c'est que Vercingétorix, donc, comme le voulait la tradition, à Rome, a été ramené à Rome pour être exhibé devant la foule pour montrer la puissance et la grandeur de Jules César. Ça, c'était quelque chose qui se pratiquait beaucoup à l'époque, mais ce qu'on a tendance à penser, en tout cas c'est ce que pensent beaucoup d'historiens aujourd'hui, c'est que contrairement à une idée commune, Vercingétorix n'a peut-être pas terminé sa vie dans une prison humide et en étant maltraité. Il est très possible qu'en fait il ait été fait prisonnier certes, mais dans une très très belle villa où de temps en temps d'ailleurs Jules César ne s'interdisait pas de venir lui rendre des visites de courtoisie. Donc ça c'est ce qu'on appelle le respect de l'adversaire, car Jules César a de l'estime pour Vercingétorix, il est quand même conscient que c'était un sacré client, et donc à ce compte-là, il le traite avec les honneurs qui lui sont dus. Voilà. Donc je pense que j'ai vu l'essentiel pour cette partie du cours. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a 2 vidéos supplémentaires qui vont arriver très rapidement, et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'Empire romain proprement dit. Donc, je vous dis à très vite. Bon courage.